La suite de LCI Midi. Voilà, regardez ces images. L'Amérique en direct, c'est sur LCI. Et dans LCI Midi, nous sommes en Virginie. Ça vote. Vous verrez aussi des images de New York. Ça vote également. On va retrouver à Washington dans quelques instants Margot Haddad parce qu'on a besoin de ces lumières vues d'Amérique. Et puis, regardez cette belle image. La Maison Blanche, le calme peut-être avant la tempête. Et puis, on suivra les premiers pas. On sera à Mar-a-Lago, là où le convoi de Donald Trump est arrivé. C'est là qu'il suivra d'ailleurs les élections. Et c'est là qu'il se déplacera pour aller voter. Mais on va revenir sur la Pennsylvanie, ce mot, cet état clé qui décidait peut-être du sort de l'Amérique, en tout cas des deux candidats qui se font face à face, et peut-être le dernier pas de danse pour Donald Trump avant les futures échéances. Regardez, c'était hier. Voilà, Donald Trump, visiblement meilleur orateur que danseur. Mais on va l'écouter. Pour lui, rien n'est gagné. Il est toujours temps de mobiliser les troupes. Avec votre vote demain, nous pourrons résoudre tous les problèmes auxquels notre pays est confronté et mener l'Amérique et le monde vers de nouveaux sommets de gloire. Pensez à cette déclaration, comme elle est belle, de nouveaux sommets de gloire. Voilà ce qui va se passer. Vincent Hugeux. Les nouveaux sommets de gloire pour l'Amérique sous une ère Trump, ça serait quoi ? J'ai beaucoup de mal dans ma boule de cristal, un peu fêlée d'ailleurs, à deviner les contours de cet avenir radieux. J'observe une chose, d'abord, c'est que Trump, dont on sait que c'est un homme de paradoxe, termine ses meetings avec un hymne gay. Lui qui n'a jamais réfréné son homophobie, mais ça n'est que l'une des contradictions du personnage. Plus sérieusement, j'observe que la focalisation sur la Pennsylvanie est totalement justifiée, pour plein de raisons aussi historiques. D'abord, petite anecdote, la capitale politique s'appelle Harrisburg et non pas Trumpburg. C'est peut-être un bon signe pour Kamala. C'est un nom qui a été donné par un certain John Harris. C'est pas la capitale de ce qu'on appelle, les puristes, en tout cas le Commonwealth de Pennsylvanie. J'observe aussi un autre phénomène intéressant, c'est que faut pas oublier que Philadelphie a été la capitale éphémère, certes, des États-Unis, que la Pennsylvanie est l'un des 13 États fondateurs de l'Amérique d'aujourd'hui. C'est aussi l'endroit où Trump, que l'on vient de voir à l'instant, a échappé à la mort, le 13 juillet, à Butler. Et c'est aussi, enfin, l'endroit qui est la ville natale d'un certain Joe Biden, Scranton, mais aussi de Taylor Swift. On sait qu'elle a rallié le camp démocrate. Et puis, enfin, je terminerai là-dessus pour montrer un peu cette focalisation symbolique. Fisterville, là où Trump a joué les serveurs McDonald's, c'est aussi là. Et puis, tout dernier point, celui-là statistique, c'est aussi l'endroit où le plus d'argent a été dépensé au regard de la population. 295 millions de dollars par Kamala Harris, 244 de mémoire par Donald Trump, 20 meetings d'un côté, et là le compte est certifié, 17 de l'autre. Donald Trump qui affirme avoir été à l'université du côté de Pennsylvanie. Se dire que tout peut se jouer, et on va écouter dans un instant Kamala Harris, dans un État pour une élection avec près de 140 millions d'électeurs. C'est quand même un truc de dingue. C'est le système américain qui le veut. La Constitution, quand c'était écrit, c'était 13 États. Aujourd'hui, on a quand même 50. Donc il y avait cette volonté de pouvoir équilibrer entre cette question de population et les États, maintenant même du milieu et les côtes. C'est un État qui représente bien l'ensemble des États-Unis. Vous avez des ruralités très rurales, très conservateurs. Vous avez même les Amish, quand même, en Pennsylvanie, tout comme vous avez Philadelphie, donc une ville à la fois plutôt progressiste, avec des universités, entre autres, et puis, bien sûr, Pittsburgh, et tout ce qui est les anciennes villes, si vous voulez, industrielles. Donc, ça représente bien tous les aspects des États-Unis, y compris les minorités, une grande minorité, notamment portoricaine.
Donc c'est très intéressant parce que ça représente vraiment toutes ces populations américaines et ça, c'est là peut-être aussi où les élections vont jouer. Alors, voilà. Je me disais, alors, Laura Pouget nous rejoint. Elle est là. C'est pas magnifique, la télé et cette émission. Merci, Laura. On se le disait, tous ensemble, on va en parler, on va retrouver Margot, on ne l'oublie pas, elle est à Washington. Tout se joue en Pennsylvanie. J'ai envie de vous demander pourquoi la Pennsylvanie. Qu'est-ce qui fait que la Pennsylvanie est à ce point quelque chose qui cristallise ces élections? Il existe un adage, Christophe, vous l'avez ici derrière moi, qui dit « Qui remporte la Pennsylvanie remporte l'élection américaine ». Ce fut le cas, en effet, en 2016, quand Trump a remporté l'État sur Hillary Clinton avec 44 000 voix d'avance sur 7 millions de votants. Ce fut aussi le cas en 2020, quand Biden l'a remporté sur Trump avec 80 000 voix d'écart. Rappelons que l'actuel président y bénéficiait d'un avantage comparatif puisqu'il est né à Scranton, en Pennsylvanie. Le voici d'ailleurs devant la maison de son enfance lors de la campagne pour la présidentielle de 2020, le 3 novembre 2020, juste 2 jours avant le scrutin. Aujourd'hui, quand il s'y rend, il peut même regarder emprunter l'autoroute président Biden ainsi que la Biden Street. Ce sont 2 morceaux de la ville déjà rebaptisés à son nom. Alors, qu'est-ce que ça dit de ce qui va se passer ce 5 novembre? Rien? Cela n'augure rien du résultat de ce 5 novembre. Non, car on l'a vu, la Pennsylvanie est un swing state, c'est-à-dire un État capable de basculer à gauche comme à droite. Ces 2 plus grandes villes, Philadelphie et Pittsburgh, sont démocrates, mais ces campagnes sont républicaines. En tout, l'État compte 13 millions d'habitants et offre 19 grands électeurs à celui qui emporte la majorité des voix, soit le plus grand nombre de grands électeurs de tous les swing states, regardez, devant la Caroline du Nord, la Géorgie et le Michigan. Des chiffres qui n'ont évidemment pas échappé aux candidats. Ils ont littéralement labouré la Pennsylvanie, on l'a vu jusqu'au dernier jour, puisque Trump y est passé hier, et Kamala Harris y a d'ailleurs donné son dernier meeting. Selon une enquête publiée en octobre par le journal local Philadelphia Inquirer, les démocrates ont dépensé 295 millions de dollars pour leur campagne dans l'État et les républicains 244 millions, soit des montants plus élevés que partout ailleurs. C'est aussi en Pennsylvanie que l'élection a failli basculer. Souvenez-vous, le 13 juillet dernier, le jour où Donald Trump a échappé à une tentative d'assassinat en plein meeting. C'était au nord de Pittsburgh. Un événement qui aurait pu jouer en sa faveur si la course n'avait pas été relancée par l'arrivée de Kamala Harris une dizaine de jours plus tard. Résultat, vous l'avez compris, un suspense maximal entoure cet État du nord des États-Unis, dont le moindre segment de population est disséqué par les commentateurs. Tout risque de se jouer à la marge parmi ces électeurs qui ont voté pour Trump, puis Biden la fois suivante. Il y a aussi le facteur des nouveaux électeurs, parce qu'ils ont atteint l'âge de la majorité ou parce qu'ils ont déménagé. Le moindre paramètre peut jouer. Reconnaissez au Figaro cette semaine un politologue local. Et il faudra sans doute être patient, Christophe, pour connaître le sort, les résultats de la Pennsylvanie, notamment parce qu'il y a beaucoup de votes par correspondance à disséquer. En 2020, c'est au matin du 7 novembre, le samedi 7 novembre, que les chaînes de télévision avaient annoncé la victoire de Joe Biden. Vous comptez, ça fait 2 jours après le scrutin. Merci beaucoup, Laura, pour toutes ces précisions. Et si cette fois, c'était différent? C'est la question que je vous pose. En général, certaines élections nous font mentir. Donc, et si ça ne se jouait pas en Pennsylvanie? Est-ce que c'est possible d'abord? Ça ne se joue pas en Pennsylvanie, complètement. Si l'élection, disons que l'élection est dans la marge d'erreur en ce moment, on sait qu'elle peut basculer d'un côté comme de l'autre, et avec d'ailleurs une certaine majorité intéressante pour les républicains comme pour les démocrates. Donc il y a de nombreux scénarios dans lesquels l'élection sera déjà jouée avant que la Pennsylvanie ne publie ses résultats définitifs. Ce qui permettrait d'ailleurs de pouvoir donner un vainqueur avant plusieurs jours, parce que, pour rebondir sur ce qui a déjà été dit, la Pennsylvanie autorise le dépôt des bulletins de vote dans les bureaux de poste jusqu'au soir même de l'élection. C'est-à-dire que les bulletins de vote peuvent continuer d'arriver dans les jours qui suivent. Si l'élection se joue à quelques milliers de voix, peut-être que du coup les quelques dizaines de milliers de voix qui peuvent encore arriver jusqu'à vendredi, samedi, voire jusqu'à lundi, pourront faire la différence. Pourront faire la différence. Mais on sait que l'élection se joue sur cet État, que Kamala Harris a besoin de gagner le Wisconsin, le Michigan déjà a priori, mais si elle
gagne par exemple la Géorgie ou la Caroline du Nord, ou les deux, même dans le meilleur des cas, l'élection sera déjà jouée. De la même manière que Donald Trump, s'il gagne comme pour l'instant, on pourrait peut-être le penser, l'Arizona, le Nevada, et du coup les renverser de son côté, et gagner la Géorgie et le Michigan par exemple, il a également gagné l'élection, et on n'a pas besoin d'attendre les résultats en Pennsylvanie pour pouvoir donner un vainqueur. Margot Haddad, comment on regarde la Pennsylvanie depuis là où vous êtes, depuis Washington ? La Pennsylvanie, c'est vraiment un État où ça va être très serré parce qu'il ne faut pas oublier également que sur les bulletins de vote, il y a aussi 2 autres candidats. Et ces 2 autres candidats, c'est la candidate au Parti vert, Jill Stein, et également le candidat au Parti libertarien, Chase Oliver, qui sont 2 candidats qui peuvent prendre des voix. Je vous le rappelle, l'élection dernière, eh bien, le candidat libertarien avait gagné 1,15% des voix. Et ça peut jouer dans la marge d'erreur. Et il ne faut pas oublier ces petits candidats qui peuvent prendre des voix aux 2 candidats principaux, Donald Trump et Kamala Harris. Kamala Harris joue également sur un atout qui va potentiellement aider la génération Z à aller voter, c'est Taylor Swift. Taylor Swift qui a grandi en Pennsylvanie. Elle utilise ses réseaux sociaux, mais également TikTok pour faire des appels de phare à cette jeune génération pour qu'elle aille voter. Comme on l'a entendu en plateau, ils peuvent voter jusqu'à ce soir, mais également les premiers bulletins de Pennsylvanie vont être ouverts dans quelques minutes puisque c'est à 7h du matin, heure locale, qu'on commence à ouvrir les premiers votes par la poste en Pennsylvanie pour essayer d'avoir quelques résultats, des prémices des résultats. Mais Kamala Harris et son équipe stratégique le disent très clairement, pour gagner, il va falloir qu'on gagne ce qu'on appelle le Blue Wall, dont on parlait à l'instant, Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie. C'est donc 3 États clés qui normalement votent démocrates, mais que Donald Trump a réussi à reprendre du côté de la Pennsylvanie, puisqu'il avait gagné cet État en 2020, et ça c'était contre Joe Biden, non, en 2016, pardon, et en 2020, Joe Biden a pu récupérer cet État. Mais ça n'était pas arrivé qu'un républicain gagne l'État de Pennsylvanie depuis 1988. Donc c'est normalement un État qui vote démocrate. Joe Biden avait fait des exploits de ce côté-là en 2020 puisqu'il avait réussi à gagner le vote des banlieues. Et ça va être vraiment le défi aujourd'hui de Kamala Harris. Comme vous le savez, aux États-Unis, il n'y a pas de période de réserve. Et donc, on dit que les démocrates frappent aux portes, plus de 2000 portes par minute en Pennsylvanie, ce qui est colossal. C'est donc d'aller chercher ces dernières voix, ces personnes qui ne sont pas forcément motivées pour voter, pour essayer de faire pencher la Pennsylvanie du côté démocrate. Merci Margot, vous restez avec nous. Transition toute faite d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les équipes de campagne qui font du porte-à-porte. Regardez cette image, c'était hier, c'est Kamala Harris. Elle aussi, elle est allée, comme on dit, au charbon pour convaincre, pour essayer de faire avancer ses idées. Et vous allez l'entendre au cours de son dernier meeting, rien n'est fait, rien n'est joué et il faut rester. Message envoyé aux Américains, mobilisés et surtout aller voter. Écoutez-la. Je vous demande également de parler à vos amis, à votre famille et à vos voisins. Expliquez-leur pourquoi vous avez pris le temps d'être ici ce soir et pourquoi cette élection est importante pour vous. Encouragez-les à faire entendre leur voix, car nous avons besoin que tout le monde vote en Pennsylvanie. Et c'est vous, la Pennsylvanie, qui allez décider de l'issue de cette élection. Elisabeth, ce qui est assez extraordinaire, c'est que toutes les certitudes que l'on pouvait entendre dans le cas de Donald Trump, surtout, mais également Kamala Harris, les heures avançant, l'échéance arrivant, eh bien, il n'y a plus de certitude. On l'entend. Même Trump, hier, il attaque toujours, mais il est plus sûr. Non, on est vraiment dans une élection qui est beaucoup plus serrée qu'on a pu voir dans le passé. Je pense que les candidats sont au courant. Et surtout, ils savent que tout va se jouer sur la mobilisation de leur électorat. Donc, ils sont là pour, et on le voit sur le terrain, les pousser à aller voter. Parce qu'il y a des partie de la population qui pourrait être tentée de ne pas se déplacer. Et donc, il faut vraiment, jusqu'au bout, les pousser à se déplacer. Et c'est ça qu'ils doivent faire pour pencher la balance dans leur faveur. Donc, ils sont au courant et ils font ce qui est nécessaire pour le coup.
Mobiliser, c'est le nerf de la guerre, Vincent, mais sur ces certitudes qui s'estompent sur cette élection qui n'est pas jouée, peut-être la plus serrée de l'histoire des États-Unis. Équation à X inconnue, et notamment si on reste sur cette mini-Amérique qu'est la Pennsylvanie. Quid de l'électorat noir, par exemple, de Philadelphie? Parce que la Pennsylvanie est un État très majoritairement blanc, à 80%. Mais il y a un électorat noir, masculin, à Philadelphie, dont on n'est pas certain que Kamala Harris ait réussi à le conquérir. Donc c'est une des questions qui se posent. Quid des blue collars, des cols bleus, de ces ouvriers? On a évoqué tout à l'heure le déclin industriel qu'a connu le secteur de Pittsburgh, sidérurgie, etc., mais un rebond avec des investissements dans les infrastructures qui ont été créateurs d'emplois. Et d'ailleurs, une volte-face qui n'est pas anodine en Pennsylvanie, de Kamala Harris sur le gaz de schiste et la fracturation hydraulique. Elle y était hostile, elle a beaucoup tempéré son propos là-dessus, sans doute en pensant à cet égard. Donc si vous voulez, il y a une combinaison d'incertitudes qui fait que quelqu'un ici sur ce plateau vous dirait « je sais » qui va gagner en Pennsylvanie aux États-Unis ne serait pas invité une seconde fois. Je crois que personne prendra le risque. Alors on va se poser une question quand même, parce qu'on est dans la dernière ligne droite, vous le dites. Toutes les voix comptent, bien évidemment. Et on l'a vu, notamment avec Kamala Harris, que ne fait pas d'ailleurs Donald Trump, ce porte-à-porte hier. Et elle ne faisait pas semblant. Mais est-ce que les sorties outrancières, les déclarations provocantes de Donald Trump ont pu pousser les indécis à se rendre aux urnes et à voter Kamala Harris? Dernier sondage du New York Times et du Siena College montre que oui, parmi les électeurs à avoir pris leur décision ces derniers jours, eh bien, la candidate démocrate arrive en tête avec 16 points d'avance, 58 contre 42. Ce qui fait dire, hier soir, à Kamala Harris que la dynamique est dans son camp. On va le vérifier ensemble dans un instant. Ça y est, Pittsburgh. Demain, c'est le jour des élections. Et l'élan est de notre côté. Notre campagne a puisé dans les ambitions, les aspirations et les rêves du peuple américain. Et nous savons qu'il est temps pour une nouvelle génération de dirigeants en Amérique. Alors, Maxime Chervaux, est-ce qu'à force d'en faire trop, Trump a fini par convaincre certains électeurs américains de dire « en fait, on n'en veut pas. En fait, on ne veut pas ça et on va aller voter ». Il y a deux choses, c'est-à-dire que c'est une stratégie qui peut montrer une certaine fébrilité dans la dernière ligne droite de la campagne. Et donc il y a deux électorats distincts dans les indécis encore, qui un pourrait être buté, c'est l'électorat plutôt modéré, notamment républicain, qui peut se dire ok, cette fois-ci j'en ai marre, Donald Trump, notamment dans l'électorat féminin, j'en ai marre, le Donald Trump, il faut qu'on tourne la page, ce n'est pas du tout les valeurs dans lesquelles je me représente. Mais il y a aussi un électorat plutôt masculin cette fois-ci, plutôt issu des classes ouvrières et populaires, voire les ruraux, qui, du point de vue de la campagne de Trump, pourraient être mobilisés sur des propos assez violents, assez tranchants, en disant il faut un candidat énergique, même si on l'aime pas, c'est le candidat qui va régler les choses. Le fameux. Qui va régler les choses. C'est sa campagne, c'est I will fix it. Je vais tout réparer. Je vais réparer. Et un électorat masculin pourrait être, selon cette logique, plus attiré par des propos assez violents, assez durs dans la dernière ligne droite. Alors que pour le coup, une autre partie de l'électorat pourrait être dissuadée avec des propos trop violents et qui rappellent pour eux tous les mauvais côtés de la campagne et ne s'intéressent pas uniquement à la question de l'économie, la question du fracking en Pennsylvanie et autres. Elisabeth, votre analyse? Il y a aussi une population en Pennsylvanie, enfin, on a parlé du genre, on a parlé aussi à des hommes afro-américains, de Vincent. Il y a aussi une population latino qui, en Pennsylvanie, est très importante, surtout portoricains, en fait. Il y a au moins un demi-million de portoricains, dont certains n'étaient pas forcément pro-démocrates, parce que dans la population portoricaine et latino plus globalement, il y en a de plus en plus qui votent à droite, j'en parlais avec quelqu'un dans la partie démocrate hier soir en Pennsylvanie, me disait qu'on voit quand même des portoricains se soulever un peu contre les propos outranciers de Trump. Ça pourrait jouer dans un État qui a quand même comme on parle de marge tellement petit, ça pourrait jouer aussi ceux qui soit n'allaient pas voter, soit allaient voter pour Trump, qui se disent vous avez insulté, ils sont
quand même un peu plutôt fiers. Vous avez insulté notre île, vous avez insulté notre personne, et on a vu beaucoup de mobilisation autour de cette question. Donc ça pourrait aussi être quelque chose, une sorte de surprise. Vincent, votre analyse, le durcissement qui, on l'a vu, a parfois dans cette campagne été bénéfique pour Donald Trump. Il est monté, et c'est peut-être un problème, mais je vous pose la question, crescendo, jusqu'à finir très fort. Donc ma question, c'est trop fort, peut-être. Alors, à en juger par l'embarras palpable d'une partie de son entourage sur certains de ses dérapages récents, je tente à considérer que, oui, certains, y compris dans son cénacle le plus fidèle, considèrent qu'il a franchi la ligne rouge. Si vous voulez, le recours au mensonge, à l'injure, cette façon de tourner en ridicule l'adversaire, etc., évidemment, ça conforte son socle inexorable. Et ça ne peut troubler que cette très fine marge de républicains traditionnels, conservateurs, qui estiment... Mais là, le fait, par exemple, de tenir des propos incohérents, il y a eu des scènes d'anthologie sur certains de ses meetings. On se demandait s'il était présent au sens... D'où le débat, les attaques sur le cognitif. Ça peut effectivement conduire là, dans la dernière ligne droite, dans le sprint final, les gens disent non, quand même, on ne peut pas envoyer ce type 4 ans à la Maison-Blanche, pour nous-mêmes aux États-Unis et pour le monde à la marge. Donc ça, je pense qu'il y a là un indice, je ne vais pas extrapoler au-delà, mais qui montre qu'il a effectivement un peu franchi la ligne rouge. Alors, on va écouter Donald Trump. Il y a eu une intervention hier qui est un peu particulière. On sait que pour Trump, il n'y a que les winners qui comptent. Les losers, non. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il n'admet pas sa défaite il y a 4 ans. Et vous allez voir que la victoire, c'est plutôt lui, et la défaite, c'est plutôt les autres. Le problème, c'est qu'il est en meeting. Écoutez. La seule façon de tout gâcher, c'est que vous le gâchiez. Je vous ai donné la balle. Je veux dire, vous devez aller voter. Vous devez voter. Et s'ils votent, Suzy, c'est vrai, s'ils votent, c'est fini. Et ils le savent. C'est pas la première fois. Margot, j'ai fait le job, j'ai bien fait le job, et si jamais c'est pas payant, eh bien c'est de votre faute. C'est à peu près ça qu'il fallait comprendre, on va dire ça comme ça. C'est le ton accusateur assez régulier de Donald Trump, où il pointe du doigt notamment les démocrates et surtout le bilan de Joe Biden, qui d'un point de vue économique n'est pas mauvais, mais il faut le savoir, du côté de la Pennsylvanie dont on parlait tout à l'heure, qui est l'État clé, ça ne se ressent pas dans la vie des ménages. Il faut le savoir, pour le moment, le PIB de la Pennsylvanie n'a pas retrouvé ses taux d'avant Covid. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisqu'on le sait que l'inflation, la vie économique, c'est quelque chose de très important pour les personnes de Pennsylvanie. Autre chose également, ces propos outranciers peuvent faire bouger les choses d'un point de vue des femmes. Il y a 51% de femmes tout de même en Pennsylvanie, ce qui est assez colossal tout de même, et ces femmes-là vont potentiellement voter en fonction de ce droit à l'avortement, puisque le droit à l'avortement, c'est quelque chose sur laquelle ne pouvaient pas capitaliser les démocrates lors des dernières élections, alors que cette fois-ci, c'est le cas. Il faut savoir, hier soir, il y a un journaliste de Fox News qui a dit très clairement, si ma femme vote pour les démocrates à cause de Roe v. Wade, donc du droit à l'avortement, eh bien, je me séparerai d'elle. Donc vous voyez à quel point ça peut être quelque chose d'assez important dans cette élection. Restez avec nous, Margot. Ça me fait penser à cette réaction à un clip des démocrates sur le vote libre des femmes de Donald Trump, qui disait « Mais c'est inconcevable, quand une femme vote, elle dit à son mari pourquoi elle vote. » Ça vous a pas surpris, ce sonore de Donald Trump, quand il dit à ses partisans « Si jamais on n'est pas élu, c'est votre faute. Enfin, on ne sait pas moi, c'est vous. » Alors, comme disait Margot, c'est pas très surprenant parce qu'on l'entend beaucoup. Il a essayé pendant un moment, notamment, de courtiser le vote juif aux États-Unis, qui est traditionnellement à 80% démocrate, à cause notamment de l'ambassade à Jérusalem, d'accords d'Abraham. Il essaie de se vendre à cette population, qui est quand même 2% de la population. Et se vendre aux évangélistes, parce que pour eux, les évangélistes, Jérusalem, non mais voilà. Oui, bien sûr.
Les évangélistes pour qui il a vraiment bougé à l'ambassade, mais il essaie aussi de courtiser ces 2% de la population juive qui a toujours voté démocrate. Il a réussi à la marge, mais à un moment, à un meeting plus tôt dans l'élection, il dit « si on ne gagne pas, c'est de votre faute ». Et donc, il essaie de mettre sur les Juifs, ça a fait un grand scandale dans la communauté juive, en disant, si vous voulez voter, qu'on vote pour vous, peut-être nous dit pas qu'on est des mauvais Juifs parce qu'on vote pas pour vous. Donc, vraiment, c'est pas la première fois, il refuse la responsabilité. Et on le c'est voit étonnant hein, pour un candidat quand même, qui a déjà été président. Déjà de perdre. Ben oui, non mais voilà, c'est pas de ma faute. C'est ce que je voulais dire, mais... On peut discerner un petit soupçon de fébrilité là-dedans. Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, en traduction simultanée, au fond, vous ne me méritez pas. C'est-à-dire que si l'Amérique perd, ce sera de votre faute et certainement pas de la mienne. Encore une fois, une contradiction. Puisqu'il a décrété qu'il avait d'ores et déjà gagné l'élection avant que les bulletins soient dépouillés. Son slogan de campagne, c'est « pile je gagne, face tu fraude ». C'est quand même ça, grosso modo, la logique psychique de Trump. Dernier point qui me paraît très intéressant par rapport à la remarque de Margot, une des innombrables enquêtes qui ont été conduites ces dernières heures porte sur ceux et celles qui prennent leurs décisions dans les jours écoulés. Ceux qui ont été longtemps indécis. Et on s'aperçoit, et c'est peut-être pour cela que Kamala Harris fait part d'une forme de dynamique en sa faveur, c'est que en réalité, parmi les indécis, et surtout les indécises, qui n'ont tranché que dans la semaine qui vient de s'écouler, il y a un écart très net en sa faveur à elle, Kamala Harris, 58-42. Donc peut-être qu'au fond, ça explique cette amertume qui flotte dans le propos qu'on vient d'écouter ensemble. Vous l'analysez comment, ce propos de Trump? Un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que Donald Trump, mais déjà en 2020, quand il sentait que l'élection commençait à tourner contre lui alors qu'il était président d'exercice, il avait plusieurs stratégies. C'était sa campagne n'a pas fait le travail. Cette fois-ci, ça sera sa campagne n'a pas fait le travail, mais en plus, Elon Musk et Turning Point USA, qui sont deux grands groupes, qui ont constitué deux groupes de mobilisation, n'ont pas fait leur travail non plus. Ça va être son entourage proche entre. On l'entend plus beaucoup, Musk d'ailleurs. Là, il était encore en meeting dans la semaine en Pennsylvanie. Ah oui, non, mais dans la semaine, mais là. Ah bon. Peut-être qu'ils sont devant tourner aussi, mais non, je ne sais pas. Mais c'est vrai que donc, ce sera la faute de sa campagne, ce sera la faute des groupes para-républicains qui n'ont pas fait leur travail à aller mobiliser les électeurs, et ça sera la faute des Américains qui n'ont pas voté pour lui, puis ça sera la faute des élections qui, de toute façon, ont truqué le résultat. Donc, d'une manière générale, on retrouve la rengaine de 2020. On reste ensemble dans LCI Midi. Margot Haddad, on vous retrouvera dans quelques instants, bien sûr, avec l'ensemble de nos équipes. Un dispositif impressionnant pour vivre, vous l'avez vu, minute par minute, ces élections et le vote des Américains.